Bonjour. D'incroyables créatures d'autres mondes sont installées sur la Lune. Les extraterrestres négatifs installés sur la Lune. La Pravda, 5 octobre 2002. Sensationnel des villes sur la Lune. Nous n'étions pas préparés à une telle éventualité. Nous n'en étions encore à chercher dans nos écrits la réponse à cette éternelle question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Et pendant ce temps, on détectait tout près de chez nous, sur la Lune, les manifestations d'une intelligence extraterrestre. D'après le journal russe Vecherny Volgograd, cette incroyable découverte dont on redoutait qu'elle bouleverse notre structure sociale tout entière fut immédiatement classée secrète. Extrait du communiqué de presse officiel. Des scientifiques et ingénieurs impliqués dans les projets d'exploration de Mars et de la Lune ont fait part des résultats de leur découverte lors d'une réunion du Club national de la presse à Washington, D.C., le 21 mars 1996. Il révélait pour la première fois la présence sur la Lune de structures et d'objets artificiels. Le discours des scientifiques était plutôt prudent et évasif et ne faisait pas référence aux ovnis. Selon eux, l'existence de cet artefact était possible, mais cette information était en cours de traitement et ses conclusions seraient publiées ultérieurement. Il fut également mentionné lors de cette réunion que l'Union soviétique possédait des preuves photographiques de la présence d'une telle activité sur la Lune. La Lune de cette activité demeure indéterminée, mais ses traces seraient indéniables en de nombreux points de la surface lunaire, comme en témoigneraient les milliers de photos et vidéos provenant des vaisseaux Clémentine et Apollo. Des vidéos et des photos de ce dernier programme ont été projetés et beaucoup ont été trouvés très surprenant que ce matériel n'ait pas été rendu public plus tôt. Les spécialistes de la NASA ont répondu qu'il était difficile de prévoir les réactions du public devant la révélation que des créatures étrangères avaient foulé ou foulent peut-être encore le sol lunaire. Ils ajoutèrent qu'il y avait également d'autres raisons à ce secret, et dont le contrôle dépassait la NASA elle-même. Le spécialiste des études lunaires Richard Hoagland a par ailleurs déclaré que la NASA procédait toujours à la retouche des photos avant leur publication. C'est-à-dire un coup de scalpel et on aveugle les gens. Richard Hoagland, ainsi que d'autres chercheurs avancent l'idée qu'une race extraterrestre a utilisé la Lune comme une base d'opération spatiale durant leur activité sur la Terre, et qu'on en trouve le reflet dans les mythes et légendes de nombreuses cultures terrestres. Et j'irai plus loin, je dirais même que la Lune est artificielle. Voilà, tout court. Les ruines de ces cités lunaires s'étendent sur plusieurs kilomètres. D'immenses dômes aux fondations massives, des tunnels et autres constructions poussent les scientifiques à réviser leurs opinions sur les origines de la Lune et les paramètres de sa révolution orbitale. Ces structures lunaires, dont certaines sont dans un état de délabrement avancé, possèdent une organisation et une géométrie si complexes qu'elles ne peuvent être assimilées à des formations géologiques naturelles. Il existe par exemple sur le bord supérieur de Rima Hadley, non loin du site d'atterrissage d'Apollo 15, une construction entourée d'une haute muraille en forme de D. Le centre de vol spatial Goddard à l'Institut de la planétologie de Houston, qui étudie ces artefacts, les ont répertoriés sur 44 régions. De mystérieuses excavations en forme de terrasse ont été observées près du cratère Tycho. Il est improbable que ces excavations concentriques hexaédriques ainsi que l'entrée du tunnel adjacente à la terrasse résultent le processus géologique naturel. En fait, elles ressembleraient assez à des entrées de galeries de mines. Près de Copernic, un dôme transparent s'élève au bord du cratère, illuminé de l'intérieur par une étrange lueur blanc-bleu. Au nord de la région de l'usine, on observe un objet tout à fait inhabituel, même au regard des critères lunaires. Un disque de 50 mètres de diamètre posé sur une embase carrée entourée de murs. On peut aussi voir sur l'image, près de losange, une ouverture circulaire dans le sol qui fait penser à l'entrée d'un souterrain, entre l'usine et le cratère Copernic. Il y a une sorte d'esplanade rectangulaire de 400 mètres de long sur 300 mètres de large. L'une des photos prises par la mission Apollo 10 montre une structure d'un mile, c'est-à-dire 1,6 km de long, appelée le château, situé à une hauteur de 14 km et qui projette une ombre distincte sur la surface lunaire, 14 km.
L'objet paraît être composé de plusieurs unités cylindriques et d'une large unité conjointe. Sur l'une des images, la structure interne du château apparaît poreuse, de sorte que certaines de ses parties semblent transparentes ou translucides. De nombreux scientifiques de la NASA assistaient à cette conférence, mais lorsque Richard Hoagland demanda à voir les originaux des photos du château, ceux-ci avaient disparu. Ils se trouvèrent même inexplicablement absents de la liste des images d'Apollo 10. Comme par hasard, les archives ne recelaient que quelques photos intermédiaires qui malheureusement ne montraient pas la structure interne de l'objet. Au moment où Apollo 12 se posa sur la Lune, l'équipage s'aperçut qu'il était observé par un objet pyramidal, semi-transparent, qui planait immobile à quelques mètres à peine au-dessus du sol et chatoyait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel contre le ciel noir. En 1969, on projeta le film du voyage des astronautes vers la mer des tempêtes. Ces hommes aperçurent à nouveau ces étranges pyramides que l'on appela plus tard les vers dépolis. Et la NASA prit enfin conscience des conséquences possibles de cette forme de contrôle. Après son retour réussi, l'astronaute Mitchell confia ses impressions. Nous sentions bien que nous n'étions pas seuls. Je devais me retourner si souvent pour regarder derrière moi que j'en ai encore le torticolis. La seule chose que nous pouvions faire était prier. Johnston du centre spatial de Houston avait étudié les photos et vidéos du programme Apollo et s'entretient avec Richard Hoagland au sujet des artefacts. Selon lui, la direction de la NASA était terriblement embarrassée devant le nombre de ces anomalies, pour employer un euphémisme, et il était même possible qu'elle décide d'arrêter les vols habités vers la Lune. D'anciennes structures lunaires en partie en ruine intéressent particulièrement les chercheurs. Les photos révèlent des constructions carrées et rectangulaires d'une surprenante régularité géométrique et qui ressemblent à nos propres cités terrestres vues d'une altitude de 5 à 8 km. Un spécialiste du contrôle de mission fit ce commentaire. Nos gars ont observé sur la Lune des cités en ruine, des pyramides transparentes, des dômes, et Dieu sait quoi d'autre, dont les photos dorment maintenant au fond des coffres de la NASA. Et comprenez ce que nous Robinson Crusoe avait dû éprouver lorsqu'il tomba soudain sur des empreintes de pas dans le cadre d'une île qu'il croyait déserte. Devant les images de ces cités et autres objets lunaires étranges, l'opinion des géologues et scientifiques est unanime. Ces objets ne peuvent être naturels. Nous sommes forcés d'admettre, disent-ils, qu'ils sont artificiels, en particulier les dômes et les pyramides. Nous devons nous rendre à cette imprévisible évidence. Nous avons là sous nos yeux, à nos portes, les manifestations d'une intelligence étrangère. Nous n'étions pas psychologiquement préparés. Et, même à présent, peu de gens croient à leur réalité. Un haut responsable de la NASA viré pour avoir révélé qu'il existe des bases extraterrestres sur la Lune. Ken Johnson, ancien haut responsable de l'administration américaine ayant participé au programme Apollo, a été remercié pour avoir voulu révéler la vérité. Johnston affirme que les astronautes ont découvert d'anciennes cités extraterrestres et les restes d'une machinerie incroyablement avancée sur la Lune. Une partie de cette technologie est utilisée pour manipuler la gravité. Pas de doute, une civilisation venue d'un autre monde s'est installée sur la Lune. Des créatures intelligentes possédant une puissante technologie ont construit des bâtiments et des laboratoires sur les deux faces de la Lune. Ils utilisent d'énormes machines pour extraire des minerais de sol lunaire et construire de nouveaux bâtiments. Qui sont ces créatures extraterrestres installées sur la Lune? Point d'interrogation. Ce sont les gris. Sur la face cachée de la Lune, ils ont installé une haute technologie permettant de créer des bulles d'énergie sous lesquelles il y a de l'oxygène. Dans ces bulles, des hommes et des femmes de la Terre travaillent comme des esclaves jusqu'à la mort. Ces malheureux ont été enlevés et ils ne reviendront jamais sur Terre. Les gris sont, en effet, des créatures négatives, sans moralité ni sentiment, qui ne reculent devant rien pour obtenir ce qu'ils désirent. Qui sont les gris? Point d'interrogation. Et que veulent-ils? Point d'interrogation. Et je coupe là, et merci à Patrick Delson. Merci. Bonjour. La zone 51 de Patrick Delso. C'est très, très intéressant.
La zone 51. La zone 51 est la plus célèbre des bases souterraines secrètes créées par le gouvernement mondial. Voici ce que nous dit dans une de ses conférences Phil Schneider, célèbre géologue américain ayant travaillé sur la construction de 13 de ces bases souterraines secrètes. Les budgets occultes consacrés à la construction des bases militaires de grande profondeur sont des budgets frappés par définition du sceau du secret et qui pompent près de 25% du PNB, produit national brut des États-Unis. Ces budgets de l'ombre consomment annuellement près de 1 trillion 25 de dollars, c'est même pas la peine d'imaginer, et se voient à tout le moins attribués à des programmes occultes secrets comme ceux des bases militaires de grande profondeur. À ce jour, il y aurait plus de 129 installations souterraines de ce type aux États-Unis. Certaines d'entre elles furent même construites bien avant cette période des années 40. Ces bases constituent en fait en grandes villes souterraines reliées entre elles par des trains maglés à lévitation magnétique à grande vitesse dont l'allure de croisière dépasse les Mach 2, plus de 2000 km/h. Je vais faire une parenthèse, c'est ce qu'ils faisaient déjà dans les années 40 avec les nazis. Les gardiens du silence de... je ne sais plus comment il s'appelle, j'avais le livre, mais c'est ce qu'il faisait à l'époque. Alors Richard Solder, mais à 1000 km/h, architecte diplômé, a risqué sa vie en parlant de ces questions. Il a travaillé avec bon nombre d'agences gouvernementales dans le domaine des bases militaires souterraines de grande profondeur. Rien qu'en Idaho, il n'a pas moins de 11 installations de ce genre. La profondeur moyenne de ces bases est de plus de 1 mile, plus de 1500 mètres, et il s'agit en fait de véritables villes souterraines. En termes de volume, il s'agit d'installations allant de 4 à 6 km3. Ils ont des machines de forage au laser capables de creuser un tunnel de 7 miles, plus de 10 km de longueur en une journée. Ces projets occultes court-circuitent l'autorité du Congrès et sont donc totalement illégaux. Et aujourd'hui, le fonctionnement même du nouvel ordre mondial repose sur l'existence de ces bases. Si j'avais eu connaissance de l'implication du nouvel ordre mondial dans ce projet à l'époque où j'y travaillais, j'y aurais jamais collaboré. Développement technologique militaire, complexe militaire ou industriel, impliquant des intérêts allemands en matière de technologie hyperspatiale et plus. Fondamentalement, pour une année calendrier qui s'écoule, correspond à un bond de 44,5 années en termes de progrès technologique. Donc en un an, ça s'écoule à 44 années en termes de progrès technologique, vous avez bien entendu. C'est pour cela qu'il est plus aisé de comprendre le fait que dès 1943, ils étaient capables de créer un vaisseau qui pouvait littéralement disparaître à un point et réapparaître à un autre grâce à l'usage d'une technologie basée sur l'utilisation de tubes sous vide. En 1943. Mon père, Otto Oskar Schneider, a combattu pendant la guerre dans les deux camps, américains et allemands. Au départ, il était capitaine à bord d'un U-Boat, sous-marin allemand de Deuxième Guerre mondiale, pour être par la suite capturé et rapatrié aux États-Unis. Il fut impliqué dans différents projets comme celui de la bombe atomique, la bombe à hydrogène, l'expérience de Philadelphie. L'expérience de Philadelphie fut une expérience secrète de la Navy en 1943 qui tenta de rendre invisible au radar l'USS Eldridge et qui aurait débouché par accident sur les voyages temporels à Montauk en 1983. C'est-à-dire une sorte de retour vers le futur. Il fut l'inventeur d'une caméra à grande vitesse qui filma les premières expériences nucléaires s'étant déroulées sur l'atoll de Bikini le 12 juillet 1946. J'ai les clichés originaux de ces tests et ces photos montrent un ovni survolant à grande vitesse l'endroit où se trouvait la bombe. À cette époque, la région de Bikini était véritablement infestée par des apparitions d'ovnis. Tout particulièrement sous la mer, et les populations indigènes voyaient leur bétail victime de mutilation. Et c'est également à cette époque que le général MacArthur estima que le prochain conflit se serait fait avec des êtres extraterrestres provenant d'autres univers. À environ 190 km au nord-ouest de Las Vegas, dans le désert de Nevada, la carte officielle devient soudainement muette. Rien de ce qui se trouve dans cette zone y est mentionné. Pourtant, il y a des montagnes et des ravins impressionnants, des bâtiments de bonne taille, ainsi qu'une immense piste d'envol, longue de 9,5 km. Rien du tout cela ne figure sur la carte. Sur un territoire de la taille de la Suisse, il semblerait que toute activité humaine ait été volontairement occultée.
L'accès à cette zone est interdit. Des panneaux placés à ses limites indiquent que l'utilisation de la force armée est autorisée à l'encontre des intrus. En outre, l'espace aérien surplombant l'endroit est le plus inviolable des États-Unis. Nous sommes sur le territoire de la Nellis Air Force Range et du site nucléaire du Nevada, plus communément appelé Zone 51, ERA 51, suivant l'ancienne désignation officielle du lieu. La zone 51 fut établie en 1954 pour servir de base secrète à la Lockheed Aircraft Corporation, société d'aéronautique qui mettait alors au point des avions espions pour le compte de la CIA et du Pentagone. Ce site d'essai servait encore récemment aux projets de la défense les plus avancés mis en œuvre par les États-Unis. Le bombardier furtif Seattle fut testé sur cette base comme d'autres engins de conception futuriste. Je pense aussi au bombardier B-2, si je me trompe pas. Furtif. Compte tenu de ses activités, la base a toujours été entourée de plus grands secrets. L'US Air Force, USAF, n'en a reconnu l'existence qu'en 1994, car c'est là que se trouve le fer de lance de la technologie militaire américaine. Or, d'après certains éléments d'information récents, la technologie du site, aussi bien que ses employés, ne serait pas uniquement d'origine américaine, tout au parti serait extraterrestre. Une technologie extraterrestre. Les autorités américaines montrèrent en effet un embarras évident lorsqu'un ancien technicien du site déclara qu'il existe une activité ovni au-dessus de la zone 51. Pour compléter cette très surprenante déclaration, cet informateur ajouta que l'aviation américaine travaillait activement avec la technologie extraterrestre. C'est sur un plateau de télévision en mai 1989 que Bob Lazar fit cette déclaration. Cet informateur devait sortir de quoi il parlait. Lazar avait occupé sous contrat un poste de scientifique sur la base pendant 5 mois à partir de décembre 1988. Il révéla que le gouvernement américain y conduisait un programme d'examen de 9 soucoupes volantes et tentait d'adapter la technologie extraterrestre à ses propres fins. Quand Lazar fit ce témoignage public, il opéra dans l'ombre. Il se présenta sous un nom d'emprunt, Denis, et sa voix fut modifiée électroniquement. Cette prudence lui était dictée par le fait que sa femme, en lui, avait déjà fait l'objet de menaces de mort. Les précautions prises eurent peu d'effet. Dans les jours suivant l'interview, les menaces de mort se succédèrent et on tira des coups de feu sur sa voiture. En novembre de la même année, afin de prévenir ce genre d'incident, Lazar décida de jeter le masque. À cette occasion, il donna plus de détails encore, décrivant notamment le site ultra secret S4, c'est-à-dire secteur 4 ou section 4, situé à l'intérieur de la zone 51, près du lac Papooze, voire Carte, lieu où les engins extraterrestres étaient remisés. Il précisa les fonctions qui avaient été les siennes sur ce site au sein d'une équipe de 22 ingénieurs, et ils étaient engagés pour tenter de comprendre le système de propulsion des ovnis. À l'intérieur du S4, selon Hazard, le S4 est un vaste complexe souterrain occupant la surface d'une chaîne de montagnes entière. Au début, il pensait travailler sur une technologie humaine très avancée, mais lorsqu'il pénétra à l'intérieur de l'un des disques, il acquit la conviction que tout cela venait d'un autre monde, car ni la forme, ni les dimensions ne semblaient provenir de la main de l'homme. Il n'y a pas de joint physique, pas de soudure, ni de boulon, ni rivet apparent, dit Lazar. Chacun de ces objets présente une sorte de bord arrondi, comme s'il avait été moulé dans le cire, chauffé et ensuite refroidi. Poursuivant ces descriptions, Lazar fait état de hublots, de voûtes et de tout petits sièges hauts de 30 cm. Quant à ce qui avait été identifié comme unité de propulsion, il s'agissait d'un objet de la taille d'un ballon de rugby, capable de produire un champ antigravité traversant l'engin par une tuyère verticale. La documentation que Lazar fut consultée par ailleurs confirma ses soupçons. Il trouva sur le site une masse étonnante d'informations relatives aux ovnis, y compris les images d'une autopsie de petits êtres grisâtres et chauves. D'après les documents compulsés par Lazar, ces extraterrestres étaient répertoriés comme venant du système stellaire Zeta Reticuli. Je pense que c'est dans le film Alien qu'on voit ça, dans Alien 1, c'est Zeta Reticuli, comme par hasard. Il ne faut pas oublier que le film il y a 40 ans passé. Il était également question d'un incident survenu en 1979. Voilà. Au cours duquel des extraterrestres avaient tué des gardes de sécurité et un scientifique de la base. À la lumière de ces éléments, il ne faisait plus aucun doute pour Lazar qu'il s'agissait là d'engins extraterrestres fabriqués par une intelligence extraterrestre, avec des matériaux extraterrestres. Lazar n'affirme pas catégoriquement avoir vu des extraterrestres au S4.
Mais il assiste, en revanche, à une scène étrange. Passant un jour devant une pièce dont la porte était ouverte, il vit deux hommes en blouse blanche regarder vers le bas et s'adressant à un petit être aux longs bras. Ce fut une vision brève, je n'ai aucune idée de ce que cela pouvait être, dit Lazare. Information fiable, Lazare emploie-t-il des clichés sur les ovnis pour que se faire un peu de publicité ou peut-on croire ce qu'il raconte? Plusieurs éléments viennent toutefois corroborer ces affirmations. D'après George Knapp, qui interviewa Lazare à la télévision, plus d'une douzaine de personnes se sont depuis manifestées pour compléter et étayer ses propos. Knapp a ainsi pu filmer le témoignage d'un homme ayant dirigé plusieurs programmes militaires de grande ampleur à la base Nellis. Ce témoin prétend que les autorités disposent d'extraterrestres de leur technologie depuis les années 50. Hélas, cette bande de vidéos ne pourra être visionnée qu'après la mort de cet homme. Aucun des autres témoins n'accepte de se montrer au jour car ils craignent des représailles. Menace de mort. Un journaliste d'une autre chaîne de télévision qui souhaitait enquêter sur la zone 51 se heurta aux deux mêmes réticences. Un ingénieur électricien qui affirmait avoir vu une soucoupe volante se déclara prêt à participer à une émission télévisée. Mais il se ravissa après avoir constaté la présence d'individus, vêtus de sombre, stationnant nuit et jour dans des voitures près de son domicile. Un autre témoin reçut des menaces directes. On lui dit « Nous savons que vous voyagez beaucoup et ce serait tellement dommage que vous et votre famille ne soient victimes d'un accident. » Si on observe Lazare dans ses prestations télévisuelles, il apparaît comme une personne posée, calme et sans prétention. Il n'avance pas sur des domaines qui ne lui sont pas familiers. Il a de plus toujours avancé la même version des faits. Chose difficile et rare en matière de faux témoignages. Toutefois, sa crédibilité peut être mise en doute car il soutient être titulaire de diplômes délivrés par deux universités américaines prestigieuses, sans jamais en avoir apporté la preuve. Par ailleurs, il a connu une faillite commerciale et cela a été condamné à des travaux d'intérêt général pour avoir participé à la gérance d'une maison close. On peut également s'interroger sur les motivations de Lazare. Selon lui, il a décidé de parler parce que garder le silence aurait été une insulte à la science et aux citoyens américains. Ses nobles intentions ne l'ont pas empêché de vendre ses dessins d'engins d'extraterrestres sous forme de maquettes et d'en céder les droits pour un film racontant son aventure, mais gagner de l'argent n'est pas un crime, surtout aux États-Unis, et les quelques taches sur son passé ne signifient pas qu'il soit foncièrement malhonnête. Quoi qu'il en soit, un doute subsiste sur la véracité de certains de ses propos. Lazare affirme par exemple que de 1982 à 1984, il a travaillé au laboratoire national de Los Alamos du Nouveau-Mexique, dans le cadre de l'initiative de défense stratégique Guerre des Étoiles. Oui, Star Wars. Le journaliste George Knapp enquêta à ce sujet et s'aperçut que le nom de Lazare figurait bien à l'époque sur l'annuaire du laboratoire de Los Alamos. Mais le fait a été catégoriquement démenti par les autorités militaires. Selon elles, il n'y aurait aucune trace d'un tel engagement. En revanche, le gouvernement n'a jamais nié que Lazare avait travaillé à la zone 51, ce qui est confirmé par ses déclarations d'impôts. Confirmation vidéo. D'autres données accréditant les dires de Lazare ont été récemment produites en 1995. Une société cinématographique allemande diffusa une cassette vidéo Secret du monde noir, dans laquelle plusieurs témoins confirment que la zone 51 est le théâtre d'une activité pour le moins étrange. Par exemple, Norio Ayakawa, caméraman de la télévision japonaise, resta éveillé toute une nuit afin d'entrevoir un ovni décollant de la zone 51. Il filme en effet un objet lumineux planant au-dessus des montagnes et à travers le ciel. L'analyse du film fait dire à Ayakawa que l'objet n'était certainement pas un avion de type classique. Beaucoup d'autres films montrent à peu près la même chose. Un objet extrêmement lumineux se déplaçant à une vitesse incroyable et effectuant des manœuvres aériennes. Impossible. L'un de ces objets s'est même approché d'une équipe de télévision de la NBC. Les journalistes sont revenus avec des brûlures proches de l'irradiation. Un autre reporter a réussi à s'introduire à l'intérieur du S4 et a pu filmer une salle remplie de grands récipients dans lesquels, selon lui, étaient stockés des cadavres extraterrestres. La cassette vidéo allemande présente deux soi-disant ovnis. L'un ressemble fort à un avion à réaction classique volant à basse altitude. L'autre est en fait une séquence mal montée d'un avion en piteux état. Par ailleurs, des spécialistes en aéronautique tels l'écrivain Jim Goodall affirment qu'au moins 8 programmes de vols spatiaux sont en cours de la zone 51. Ces Black Programmes, projets ultra secrets au budget annuel estimé à 35 milliards de dollars,
ont permis aux bombardiers furtifs de voir le jour, et l'on sait qu'il inclut des essais d'avions, sondes, sans pilote dont la vitesse et la maniabilité pourraient facilement faire croire qu'il s'agit de soucoupes volantes. Cette probabilité n'explique pas tout. Goodall était d'engins silencieux, fait l'état d'engins silencieux et incroyablement rapide. L'un d'eux suivi par le Federal Aviation Administration Center, filé à 16 000 km/h, soit environ 13 fois la vitesse du son, et s'interroge légitimement sur la compatibilité entre leur telle vitesse et la technologie humaine. Goodall interviewera un ancien ouvrier de chez Lockheed qui affirma: nous possédons des engins dans le désert du Nevada qui feraient baver d'envie George Lucas. George Lucas, évidemment, Star Wars. Également interrogé par Goodall, Ben Rich, ancien président de la Lockheed Advanced Development, déclara: oui, je crois fermement que les ovnis existent. Lazar indique que ceux qui travaillent au sein du S4 portent des badges portant le nom de code MAJ. S'agit-il du Majestic 12, le groupe ultra secret de recherche sur les soucoupes volantes créé par le président des États-Unis en 1947? Point d'interrogation. Et je coupe là. Merci, à bientôt, dans 2 jours.